Donc vous avez compris, quand on est en présence d'un big data, il existe de très nombreuses règles juridiques et l'une d'entre elles, majeure, c'est celle qui tourne autour de l'analyse informatique et liberté. Informatique et liberté, un mot, c'est une loi qui naît en 1978 après un article de Philippe Boucher, Safari ou la chasse aux Français. À l'époque, cet article révèle deux choses importantes. La première, c'est que le gouvernement avait en l'idée de créer un guichet unique qui regrouperait la totalité des informations disponibles d'origine étatique. L'idée générale est de permettre d'éviter la duplication des données. Et puis révéler encore autre chose, c'est que chacun des Français, lorsqu'il naissait, indépendamment de son nom et de son prénom, on lui a attribué pour toute sa vie un numéro qui est aujourd'hui appelé numéro de sécurité sociale, mais qui n'est pas un numéro lié uniquement à la sécurité sociale. Il est utilisé dans la sphère sociale, mais c'est d'abord et avant tout un numéro d'identification. C'est dans ce cas très particulier que naît la loi informatique fichier liberté pour éviter peut-être un système où chacun d'entre nous se trouve surveillé par des ordinateurs. Je vous propose de regarder dans la loi informatique fichier liberté, dans son application avec le big data, 4 problématiques. Les formalités préalables, les exploitations de données, la sécurité et l'information des personnes. Le régime des formalités préalables. C'est une grande difficulté pour ceux qui souhaitent mettre en place un big data. Pour les promoteurs d'un big data, il faut savoir, et là nous parlons bien évidemment, on est en informatique et liberté, que des données à caractère nominatif, ou des données plutôt, le nouveau terme, données à caractère personnel, qui ne relèvent pas exclusivement de la vie privée de la personne concernée. Tous les fichiers de données à caractère personnel, c'est-à-dire ceux qui permettent directement ou indirectement la référence à une personne, c'est bien entendu le nom et le prénom, mais ça peut être un numéro de téléphone ou un numéro de poste ou une plaque minéralogique. Lorsqu'il est possible, à travers une référence, de revenir à une personne, on est en présence d'une donnée nominative, ici indirect pour la plaque minéralogique ou direct si c'est le nom et le prénom. Ce que vous devez avoir en mémoire, c'est que, sauf cas particulier, posons d'abord le principe et après voyons les exceptions, sauf cas particulier, tous les traitements automatisés de données à caractère personnel doivent faire l'objet d'une formalité préalable. Nul ne peut utiliser des traitements sans avoir fait cette formalité. Ce qui veut donc dire que lorsque vous voulez concevoir un big data en France, vous devrez nécessairement remplir une formalité préalable auprès de la Commission nationale informatique et liberté. Impossible donc, sauf pour les fichiers qui relèvent de la stricte intimité des relations personnelles, exclusivement personnelles, tous les autres, vous devez faire une déclaration avec des exceptions qu'on va voir. Le régime général, c'est aucun traitement sans formalité préalable, et donc un big data, c'est nécessairement un traitement automatisé de données à caractère personnel, si bien évidemment il y a ce type de données à l'intérieur, et donc c'est soumis à formalité préalable. On a 3 systèmes de formalité. On a les autorisations, les déclarations, et puis les dispenses. Les autorisations. De 1978 à 2004, au moment où on traduit en France la directive communautaire, et quand je parle de la France, je parle bien évidemment, vous avez compris, de l'ensemble de l'Union européenne, puisque la directive communautaire, c'est 80% la loi française. De 1978 à 2004, le système de formalité préalable était le suivant. C'est un système organique. Le secteur public était en autorisation, dit traitement dangereux, les secteurs privés en système déclaration. La summa divisio était danger versus
absence de danger. On a marché selon cette règle de 1978 à 2004. En 2004, modification effectivement de la règle, on s'est aperçu que les fichiers publics n'étaient pas forcément plus dangereux ou moins dangereux que les fichiers privés, et que les fichiers privés n'étaient pas forcément moins dangereux que les fichiers publics. Abandon donc en 2004 de ce critère organique pour un critère fonctionnel. Aujourd'hui, les traitements automatisés d'informations nominatives qui peuvent porter atteinte à la vie privée de manière importante sont considérés comme dangereux et relèvent des autorisations, alors que les traitements qui ne portent pas atteinte à la vie privée relèvent du système déclaratif. Ce qui est sûr, sous réserve des dispenses, c'est que tous les traitements doivent faire l'objet d'une formalité préalable, et donc les big data doivent faire l'objet d'une formalité préalable, soit un régime d'autorisation, soit un régime de déclaration. Quand est-ce qu'on est dans le régime d'autorisation et quand est-ce qu'on est dans le régime de déclaration ? Dans le régime d'autorisation, c'est le système par exception. On a une liste de données qui font l'objet, de traitements qui font l'objet d'une autorisation, et par défaut, si on n'est pas dans cette liste, alors on est dans le régime général, celui de la déclaration. Pour vous donner quelques exemples, lorsqu'on utilise le numéro de sécurité sociale dans la sphère autre que la sphère qui est prévue légalement pour la sphère sociale, il faut un régime d'autorisation. Lorsque on fait un fichier d'exclusion, genre fichier des personnes avec lesquelles on ne veut plus travailler, on est dans un régime d'autorisation en matière de données génétiques et bien d'autres. Donc ça veut dire que pour savoir si un big data relève du régime d'autorisation ou relève du régime de déclaration, il faut connaître sa composition. Dans certains cas de figure, certaines données sont même interdites. C'est le cas des données de l'article 8, les informations religieuses, raciales, politiques, philosophiques, syndicales, de santé et de vie sexuelle sont interdites, sauf cas particuliers. Pour les données syndicales, dans le cadre de la gestion des droits des salariés pendant la phase du mandat et puis les périodes de protection en amont et en aval. Pour les domaines de la santé, pour les professionnels de santé. Donc, si vous devez exploiter un big data, vous devez rechercher quelles sont les données que vous pouvez faire ou que vous ne pouvez pas faire, et ensuite vous devez nécessairement rechercher si ces données et ce traitement associé entrent dans le régime des autorisations ou le régime déclaratif. Dans le cas contraire, le big data sera en déclaration. Il n'existe pas de dispense, il existe certaines dispenses, il y a une liste, par exemple le traitement de la paye est en dispense, mais le big data n'est jamais en dispense. Il est soit en déclaratif, soit en autorisation, en fonction de la nature du traitement et des données qui y sont gérées. Deuxième élément important de ce big data, c'est les exploitations. C'est là que se situe le hiatus entre l'économie et le droit. Aujourd'hui, les technologies qui permettent d'interconnecter des données, soit parce qu'elles se situent dans un même espace de lieu et de temps, soit à travers du multi-requêteur, il n'y a pas besoin pour trier des données qu'elles se trouvent dans le même espace technique, fait qu'aujourd'hui, la très grande liberté d'utilisation des données et son traitement par corrélation, par rapprochement, par intersection, cette grande liberté est très souvent orthogonale au cadre juridique lorsqu'il y a des données à caractère personnel. 3 principes que l'on retrouve dans toute l'Europe et dans de nombreux pays dans le monde viennent contrecarrer ce principe de liberté technique. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui travaillent dans le domaine du big data sont en situation de contradiction, voire d'interdiction dans ce domaine. 3 principes viennent limiter les potentialités que permet aujourd'hui la technique. Le principe de finalité, le principe de légitimité et le principe de proportionnalité.
En fait, la plupart des gens qui conçoivent des big data disent « je dois faire un système le plus large possible, je dois déverser les données qui viennent par exemple de tous les magasins du monde, ou les données qui viennent des magasins et des partenaires avec lesquels cette entreprise travaille, sans souci préalable de cible. Ce que l'on cherche, c'est d'abord à augmenter le nombre d'informations, et ensuite on verra qu'est-ce qu'on pourra en déduire au regard des technologies de rapprochement de type cube. Cette façon de faire est totalement étrangère au cadre juridique. Et très souvent, les entreprises qui mettent en place des big data disent « mais je ne sais pas à l'avance ce que je vais pouvoir trouver, et donc je ne vois pas à l'avance comment je vais me limiter dans la donnée ». C'est bien le fait d'avoir des données non formatées ou faiblement formatées qui me permettra de trouver, de créer de la valeur informationnelle distincte de celle que je pouvais anticiper. Cette façon de faire n'est pas possible à cause de ces trois principes. Premier principe, parmi le plus important, que l'on retrouve dans de très nombreuses lois dans le monde et dans beaucoup de conventions internationales, notamment la Convention européenne, le principe de finalité. Ce principe de finalité, de la collecte à l'exploitation, a servi l'entreprise à une utilisation conforme à ce qu'a compris l'individu. L'idée générale, c'est que l'individu, sauf exception, doit donner son consentement au traitement de données personnelles. Article 7. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de traitement automatisé de données à caractère personnel sans que la personne ait consenti. Et son consentement n'a de sens que si elle est informée et si elle a compris la mise à disposition des données qu'elle opère. C'est dans le cadre de cette compréhension qui est communiquée par le principe de finalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va en faire, et le dialogue qui s'est instauré entre le consommateur, par exemple, et l'entreprise, c'est bien un dialogue par lequel, implicitement ou explicitement, expressément ou non, le consommateur va donner son accord à l'utilisation des données à caractère personnel pour la finalité qui était approchée dans la discussion qu'il avait avec son fournisseur. Exemple, pour satisfaire une obligation contractuelle, il a remis ses données bancaires pour un prêt au regard du canapé qu'il a acheté. Il a remis sa carte bancaire dans le cadre du paiement qu'il voulait opérer pour un restaurant, par exemple. À chaque fois, ce principe de finalité va réduire les possibilités d'utilisation de la donnée. Si on part de l'idée qu'on est en présence d'un big data et que toutes les données vont pouvoir être utilisées indépendamment des collectes et parce qu'elles vont pouvoir créer de la valeur complémentaire par rapprochement, c'est impossible. Rappelez-vous la collecte de la donnée. On ne peut utiliser la donnée que dans le cas de la finalité initiale et en tout cas de figure, à condition qu'elle ne soit pas incompatible avec cette finalité initiale. Donc, le principe de finalité suppose que vous êtes capable d'associer une métadonnée à la donnée qui donne sa finalité et l'ampleur de cette finalité, de cette possibilité, jusqu'au niveau d'incompatibilité. Alors certes, il y a effectivement une possibilité d'agir, mais elle est restreinte au concept d'incompatibilité. Et ce concept d'incompatibilité est apprécié par rapport à la finalité initiale. Donc beaucoup de big data, aujourd'hui tels qu'ils sont présentés, semblent interdits parce qu'ils ne savent pas gérer techniquement, n'ont pas été conçus au niveau du modèle conceptuel des données et bien évidemment au niveau du modèle physique des données, n'a pas été conçu de telle manière à garder en mémoire la finalité initiale permettant de brasser les données dans un cadre qui n'est pas incompatible avec la collecte initiale. Mais il ne suffit pas de respecter
le principe de finalité. Il faut un second principe, qui, je vous rappelle, est le troisième, après le principe de l'égalité. Un second principe dès l'exploitation, c'est le principe de légitimité. Ce n'est pas parce que le promoteur du système Big Data dispose des données qu'il va les utiliser conformément à la finalité qu'il est libre de toute règle juridique. Il doit encore démontrer qu'il est légitime à faire cette opération. L'idée, ce n'est pas parce qu'il a les moyens du traitement, ce n'est pas parce qu'il a la donnée sur la finalité, s'il n'est pas légitime à faire cette opération-là, parce qu'elle ne rentre pas dans ses activités normales, qu'elle n'est pas directement liée à les relations qu'il avait entre la personne concernée et les données qui sont utilisées, eh bien, on dépasse le principe de légitimité. La preuve doit être donnée par le promoteur du Big Data, c'est-à-dire le responsable du traitement. Cette légitimité est une seconde condition par rapport à la finalité. Mais c'est surtout le troisième qui quasiment bloque aujourd'hui en Europe l'utilisation des Big Data et qui montre que la confrontation entre l'approche anglo-saxonne et l'approche européenne est effectivement aujourd'hui d'une très grande violence économique, rapprochée à une autre violence éthique. Je vous disais que le droit est inframoral, infraéthique et supraéconomique. Le droit n'a de sens pour exister que par les valeurs qu'il défend. Lorsque ces valeurs ne sont plus partagées par une population, en général, le droit est abandonné ou le droit est combattu. De la même manière, ce n'est pas parce qu'il existe un marché, bien évidemment, qu'il faut tout permettre, et le droit est là pour effectivement réguler les marchés, surtout lorsque ceux-ci peuvent avoir des comportements contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou en tout cas n'être plus en parallèle avec les valeurs qu'une population, une démocratie considère comme essentielles pour sa vie sociale. Ce principe ici, c'est le principe de proportionnalité. Imaginez un promoteur de Big Data disposant d'informations extrêmement importantes sur la vie des individus. Et avec l'avènement du Web 3.0, la question mérite d'être posée. Le Web 1.0, c'est les relations des hommes avec l'information. Le Web 2.0, c'est la relation des hommes entre gigognes web d'information. Le Web 3.0, c'est les relations des hommes avec l'information en réseaux sociaux par rapport aux objets interconnectés avec ses propres actions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir disposer d'un nombre impressionnant d'informations capables de tracer une personnalité binaire au fur et à mesure du temps qui passe en mode quasiment synchrone. Imaginez un smart grid, tout ce qui tourne autour du self-quantify, tous ces produits qui permettent de suivre la santé ou tout simplement sa dépense énergétique. Derrière le nombre de kilomètres qu'il fait et qu'il publie sur réseaux sociaux, derrière la quantité d'eau qu'il utilise ou derrière l'énergie qu'il dépense, il y a là des structures de consommation, des structures de vie sociale, des intimités qui se révèlent à travers des données. L'idée, c'est pas parce que c'est dans la finalité de la collecte et pas parce que c'est légitime que l'on peut utiliser. L'idée, c'est que les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives. C'est qu'il doit y avoir une balance d'intérêt entre les droits du promoteur du Big Data d'utiliser ces données et la nécessaire protection de l'individu de ses libertés fondamentales. Cet équilibre doit être recherché dans une société démocratique. Exemple, une entreprise qui souhaitait lutter contre la fraude. Il s'était aperçu que
un certain nombre d'employés avaient tendance à passer avec des cartes pour badger. Et que le soir, d'autres employés passaient aussi avec des cartes pour badger, et ils avaient la sensation que ce n'était pas forcément les mêmes. De plus, ils s'étaient aperçus que quand ils faisaient des relevés d'heures supplémentaires, il y avait un biais dans les erreurs. C'est-à-dire que l'ordinateur, avec la saisie automatique, se trompait toujours d'un 3 pour un 9. Mais il ne prenait jamais un 9 pour un 3. Le biais était toujours dans le même sens. Et donc, ils ont essayé de lutter contre la fraude, lutter contre les erreurs, de telle manière à pouvoir avoir un système efficace. Et là, ils avaient décidé de faire un contrôle biométrique. Et au lieu que les gens relèvent à la main les heures supplémentaires et surtout mettre le badge en lecture directe, ils venaient mettre leur pouce et avec leur pouce pouvaient être identifiés et les horaires effectués réellement pris en compte immédiatement, permettant, disait-il, un intérêt pour le salarié direct, puisque avant, les heures supplémentaires étaient payées qu'après le relevé manuel, c'est-à-dire le mois suivant, alors que là, en temps réel, les heures supplémentaires étaient prises et pouvaient être immédiatement payées sur le mois en cause. Il y avait une légitimité, il y avait une finalité. Mais les juridictions ont dit à cet employeur que quelle que soit la légalité, la lutte contre la fraude, quelle que soit la finalité, le contrôle des horaires, quelle que soit la légitimité, la possibilité de verser plus tôt des heures supplémentaires sans erreur, il y avait, dans une démocratie, une disproportion en utilisant le corps humain comme élément de contrôle d'activité. Ceci dépassait le cadre normal d'une société démocratique qui ne peut permettre qu'on utilise les empreintes digitales organisées dans un système de police pour un simple usage confortable pour un employeur. De la même manière, une entreprise dans la région parisienne avait souhaité faire un contrôle d'accès pour les enfants à un skatepark. Elle voulait réserver ce skatepark aux enfants, en l'occurrence c'était le Valois. Ils avaient pris l'empreinte digitale de chacun des enfants. Les enfants n'avaient pas la carte. Et là, lorsque l'enfant arrivait, il mettait son empreinte digitale et le système automatiquement, par RTC, contrôlait sur un centre serveur unique l'empreinte digitale qui se trouvait à la direction des sports. Là encore, la CNIL a considéré que l'utilisation pour des enfants de l'empreinte digitale dans un élément qui pouvait se rapprocher d'un élément de police, ce n'était pas l'empreinte digitale de police, il y avait beaucoup moins de minutie, c'est-à-dire de points de référencement. Elle a considéré que dans une société démocratique, quelle que soit la finalité, qui était le contrôle tout à fait légitime du skatepark, quelle que soit la légitimité, c'était que les enfants puissent effectivement entrer, bien qu'ils n'aient pas forcément leur carte et que les parents voulaient les déposer. Il y avait là un caractère excessif d'utiliser l'empreinte digitale pour uniquement un contrôle de sécurité et de confort. Donc vous voyez que si on ramène l'ensemble de ces décisions au big data, il y a là pour le promoteur de ces grandes marmites d'octet de bien évidemment faire attention à ces principes démocratiques. Principe de formalité du big data, principe d'exploitation limitée du big data, droit à la sécurité numérique. Les opérateurs de big data doivent assurer la sécurité des données à caractère personnel de l'ensemble du big data. Là encore, c'est un droit de vivre numériquement sans difficulté. Et c'est un droit fondamental dont, là encore, je vous ai donné l'exemple de quelques virus, n'est pas du tout acquis dans un big data. Déjà difficile à mettre en place dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel, encore plus dans un big data de données à caractère personnel. Pourquoi ? Parce que la sécurité des données, elle n'est pas uniquement une obligation du promoteur, elle est une obligation du promoteur vis-à-vis de l'ensemble des personnes avec lesquelles il est en relation, mais aussi vis-à-vis des personnes concernées. Imaginez que vous ayez un stock d'or et que ce petit stock d'or, vous le laissez dans la cuisine sur la table. Si quelqu'un passe
et vous volent votre or, comme Harpagon, vous allez bien évidemment porter plainte. Vous êtes en situation de victime. Pas de souci. Si par contre, vous changez de référentiel et vous n'êtes pas sur du moléculaire, mais sur un fichier de données à caractère personnel, si quelqu'un vous vole votre fichier, vous serez victime, mais vous serez aussi délinquant parce que le responsable de traitement doit assurer, le responsable de traitement est débiteur de la sécurité vis-à-vis des personnes concernées. Article 34 de la loi informatique Vichy-Liberté. Ainsi donc, lorsque sur un big data, on va révéler des données à des tiers qui peut-être ont commandé des analyses spectrales ou des analyses statistiques, il y a là aussi une place à une difficulté pour les big data. Lorsqu'on parle de sécurité, on ne parle pas uniquement de sécurité par soustraction comme le vol, on parle aussi de sécurité par manquement à la confidentialité. Et j'y reviendrai sur le problème de la détection des comportements. Lorsqu'on va révéler par exemple que quelqu'un qui aime le jazz aime les polars, est-ce que c'est simplement une analyse marketing ou est-ce que c'est une insertion dans l'intimité de la personne et un manquement à l'obligation de confidentialité? Car la donnée qui a été remise dans le cas par exemple d'un contrat d'achat d'un polar n'avait pas pour objet de permettre de révéler ses goûts, surtout si en plus la prédiction est exacte, sur le jazz ou les polars dans l'autre sens. Donc vous voyez que là encore, la plupart de ces big data sur la sécurité physique sont extrêmement bien faites. La plupart de ces big data sur la sécurité logique étant généralement bien faites. Là, je parle de la sécurité intégrité, de la sécurité confidentialité et de la sécurité révélation de comportement. Données complémentaires, les droits des personnes. On est face à un promoteur d'un big data. Il faut qu'il connaisse les règles de collecte, parce qu'elles gèrent ces possibilités d'interaction entre les données. Il faut qu'il gère la géographie d'origine et la géographie d'exploitation, car ça gère les flux transfrontières. Il faut qu'il connaisse les conditions d'exploitation, et notamment les formalités et les trois principes, finalité, légitimité et proportionnalité. Il faut qu'il organise la protection des informations pour chacune des personnes par l'obligation de sécurité. Et enfin, il faut qu'il respecte les droits des personnes. Ces droits des personnes sont essentiels. On le retrouve, comme je vous l'ai dit, dans toute l'Union européenne et dans beaucoup de pays dans le monde. Ces droits des personnes, ce sont des droits individuels qui leur permettent de pouvoir continuer à suivre les données et de comprendre leur utilisation. Ici dans la salle, quelqu'un a fait un droit d'accès. Vous êtes fiché en général entre 500 et 700 fois, et vous voyez, aucun d'entre vous n'a encore n'a mis en œuvre cette liberté. En fait, chaque individu, pour l'ensemble des traitements automatisés de données nominatives ou de données à caractère personnel, comme pour les traitements non automatisés, ça vaut pour les traitements manuels comme pour les traitements automatisés, vous avez le droit à un droit de questionnement, droit par lequel l'individu peut poser la question et de savoir si oui ou non tel organisme privé ou public, sauf l'État dans ses missions régaliennes, dispose ou non d'informations nominatives. Ça veut dire que plus on fait un big data, plus il va falloir organiser la cellule de droit d'accès, c'est-à-dire plus potentiellement il y a d'individus, plus il y a un risque que ces individus mettent en œuvre leur droit de questionnement, c'est-à-dire avez-vous des données me concernant. Mais aussi l'individu dispose d'un droit d'accès discrétionnaire et gratuit, un droit de modification, un droit d'opposition, sauf cas particulier, et un droit d'information. Ainsi donc, l'entreprise qui met un big data doit organiser la possibilité pour l'individu de trouver l'ensemble de ces données. Ce qui n'est pas du tout évident, car les données peuvent avoir des origines totalement différentes, les exploitations
momentanées dans le temps et dans l'espace différentes, ce qui fait qu'il va falloir pouvoir faire une extraction afin de retrouver toutes les données, y compris les données comportementales, qui n'ont pas forcément connues par l'individu et qui n'avaient pas forcément anticipé que vous alliez opérer de cette façon-là lorsqu'il vous a remis les données dans le cas de la collecte initiale. Ces modalités sont soit sur place, soit par écrit, et c'est gratuit, sauf pour la copie qui est limitée au coût de reproduction. Pour le droit des personnes, c'est une véritable ingénierie juridique qu'il faut mettre en place lorsqu'on est en présence d'un big data, surtout lorsque ce sont des millions de données à caractère personnel, situées dans plusieurs centres serveurs, eux-mêmes situés dans plusieurs pays différents, en tout cas de grandes zones géographiques.